Alors on peut dire 98% de commentaires qui sont vraiment positifs. On a une grosse majorité de commentaires très positifs qui vous encouragent, qui vous encouragent à continuer et les vidéos et voilà, et ce que vous faites, la protection de la population. Après une petite partie... Alors, même pas 1%, oui. qui affirment des choses qui sont d'ailleurs nuisibles pour la cause que nous essayons de défendre. Et alors, vous allez me lire, par exemple, deux, parce qu'il faut remettre, surtout, c'est à propos de la vidéo de Sarmat, qui ne peut détruire qu'1%. Et alors, vous allez me lire, par exemple, là, il y a eu 2 commentaires, hein, c'est tout. Oui. Enfin, voilà, où les gens qui ne comprennent rien à rien, mais affirment, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà. C'est bien aussi, voilà, que vous puissiez leur répondre. Voilà, alors on va leur répondre. Enfin, on leur a déjà répondu d'ailleurs par écrit, mais là, on va leur répondre aujourd'hui. Voilà. Hiroshima, avec ses 12 kilotonnes, a rasé 12 km². Avec une simple règle de 3, pour 50 mégatonnes, ça donne 50 000 km², soit 10% du territoire. Et un deuxième qui est... Alors lui, il pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec mon calcul? Voilà, il dit j'ai bon. Oui. La deuxième, Hiroshima, donc ici de la source Wikipédia, si une explosion de 12 kilotonnes engendre un premier cercle de feu de 2,2 km de diamètre, oui. De combien serait le cercle de feu avec des têtes de 300 kilotonnes, 500 kilotonnes, 2 mégatonnes et 3,3 mégatonnes? Et là, il vous pose la question, savez-vous faire une règle de 3? Voilà, savez-vous faire une règle de 3? Oui, alors je vais le rassurer, je sais faire une règle de 3 parce que j'ai construit évidemment depuis 40 ans beaucoup de machines et ces machines, elles fonctionnent. Donc si je n'étais pas capable de faire des calculs, eh bien, elles seraient au stade du prototype. Mais je vais expliquer que ça ne se calcule pas du tout comme ça. Je vais vous donner un exemple clair pour que les gens comprennent bien qu'on est dans un domaine complexe et il ne s'agit pas de faire une règle de 3. Je vais vous donner un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Vous avez dans les voitures la Renault Clio, une petite voiture, elle a une puissance de 75 chevaux. Avec une puissance de 75 chevaux, la Renault Clio, elle monte à 140 km/h sur l'autoroute. La Porsche Cayenne, un modèle de 450 chevaux, c'est-à-dire précisément 6 fois la puissance de la Clio. 450 chevaux, c'est 6 fois 75 chevaux. Si on fait le calcul selon eux, eh bien, on devrait rouler à 740 km/h. Vous voyez ? Enfin, plus précisément, la Porsche devrait pouvoir atteindre 840 km/h, c'est-à-dire 6 fois 140 km/h. Ben, j'ai jamais vu de Porsche rouler à 840 km/h sur l'autoroute, sur aucune route d'ailleurs. Bon, eh bien c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que nous avons 50 fois ou 2000 fois ou 3000 fois la puissance que l'on va avoir 3000 fois le résultat en surface, si vous voulez. Ce n'est pas du tout ça. Vous avez d'autres éléments. Bien sûr, une Porsche peut atteindre 280 km/h, c'est-à-dire que quand il faut en fait 6 fois la puissance pour simplement doubler, eh bien on est à peu près dans les mêmes choses. Alors tout à l'heure, dans cette vidéo, je vais aller au tableau pour parler de quelque chose qui est très important parce que on essaye en fait depuis des mois de démonter des idées toutes faites sur, voilà, c'est pas la peine de se protéger parce qu'on a la force de dissuasion, donc personne ne peut nous attaquer, voilà le cas de figure. Et puis ensuite, le deuxième truc, c'est pas la peine de se protéger puisque de toute façon après, c'est la fin du monde, c'est terminé. Et alors l'argument pseudo-scientifique, c'est qu'après, il y aura l'hiver nucléaire et on ne pourra plus se nourrir. Bon, alors, comme je l'ai dit, les choses ne sont pas si simples. Si la guerre nucléaire a lieu en été, il y aura sans aucun doute des feux de forêt énormes, immenses. Là, on risque d'avoir 1 ou 2 saisons sans été, à cause de tout, si vous voulez, ce qui va être dégagé dans l'atmosphère. Si la guerre a lieu en hiver, eh bien là, il n'y aura pas du tout d'hiver nucléaire. C'est de ça que je vais démontrer tout à l'heure au tableau. On va le faire comme on a l'habitude de le faire avec des chiffres, d'une façon
clair, compréhensible par tout le monde, et donc les gens se rendent compte que, certes, il y aura certainement quelques semaines où le temps sera perturbé, mais il n'y aura pas d'hiver nucléaire si la guerre éclate en hiver, c'est-à-dire janvier, février, ce que j'ai toujours prévu, parce que si c'est à l'initiative de la Russie, elle évitera absolument de faire la guerre en été avec les 7 millions de kilomètres carrés qu'ils ont de forêt, et aussi d'ailleurs le Canada et tout ça, ce sera une catastrophe. Donc, s'ils ont l'initiative, ils le feront en hiver. Alors, j'irai tout à l'heure au tableau pour expliquer tout ça. Je l'avais dit déjà que je ferai un comparatif avec les volcans qui ont explosé sur notre planète depuis plusieurs milliers d'années. Et donc, on a des mesures très précises. On va donner tout ça et les gens se rendront compte qu'on est sur une échelle de 1 sur 1000. C'est-à-dire que quand on totalise toute la puissance nucléaire qui existe actuellement sur la Terre, c'est 1/1000 de ce qui est arrivé sur la Terre avec les volcans, si vous voulez. Donc on est loin d'un hiver nucléaire. Je parlerai notamment du Tambora, qui a explosé en 1815, donc c'est très récent. Et il y a eu effectivement ce qu'on a appelé, en 1816, une année sans été. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de soleil cette année-là, mais ça n'a pas été suivi d'un hiver ou d'une période de 10 ans d'hiver nucléaire. Alors, Cathy, on va revenir sur quelque chose de plus drôle. Faites-nous la lecture de quelques pages qui concernent donc la publicité, c'est-à-dire tout ce système qui est organisé pour que le lobby financier ait bien la maîtrise de toute la communication, c'est-à-dire l'industrie du cinéma, l'industrie de la télévision, de la radio, la presse écrite, etc. Et c'est eux qui forment l'opinion et ensuite, bien sûr, en découle le résultat des élections. Tout à fait. Et c'est tellement bien ficelé qu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'au niveau de la liberté de la presse, à travers le monde, on est en 24e position, ce qui est assez effrayant. Donc voilà, oui. Le résultat c'est ça. Donc oui, avec plaisir, parce qu'en fait votre ouvrage c'est pas seulement de la technique, c'est pas seulement sur le nucléaire, c'est aussi des anecdotes. Des anecdotes, de l'humour, c'est aussi des clins d'œil. Voilà. Donc. Alors, vous commencez, c'est juste une petite page qui concerne donc le chapitre qui est consacré aux agences de publicité. Tout à fait, une partie. Je me souviens d'un journaliste qui excellait dans ce domaine. Je veux parler d'Yvan Levaille, le premier mari d'Anne Sinclair. Il était journaliste sur France Inter et chaque matin faisait sa revue de presse, un orfèvre en matière de découpage au ciseau. Finalement, heureusement qu'elle a divorcé. Sans cela, elle n'aurait pas pu porter secours à Dominique Strauss-Kahn et il serait encore en prison à New York. La fortune qu'elle a dépensée pour ce deuxième mari qui l'a trompée plusieurs fois par semaine. Le film financé par Gérard Depardieu sur cette histoire du Sofitel de New York n'a pas été diffusé en salle. Et même la distribution de ce film sur le marché parallèle a connu un succès limité. Heureusement, il y a eu l'affaire Marcella Yacoub qui raconte son histoire d'amour avec Dominique dans un livre dont le titre est Belle et Bête. Livre qui sera tout de même publié par une maison d'édition et dans lequel elle désigne à chaque page Dominique Strauss-Kahn sous l'appellation le cochon ou le porc, une double humiliation pour un Israélite. Il fallait qu'elle soit israélite. Sans ça, son bouquin n'aurait jamais été publié par une maison d'édition parisienne. Impossible. Pour ceux qui ignorent l'histoire racontée par Marcella Yacoub, Dominique Strauss-Kahn s'excitait en lui mordillant l'oreille. Puis un jour, au comble de l'excitation, il lui a tranché l'oreille avec ses dents. Marcella a récupéré un morceau ensanglanté dans son mouchoir et s'est rendue en taxi à l'hôpital le plus proche. Elle y raconte notamment son arrivée dans cet hôpital avec un morceau d'oreille dans son mouchoir en sang. Le médecin lui demande « Qu'est-ce qui vous a fait ça ?» Et Marcella de répondre « C'est mon chien ». Le médecin lui dit « Il faut le piquer ». Ça ne s'invente pas, ça aurait pu être une réplique culte du cinéma. Oui, mais non, parce que Anne Sinclair, c'est une personne importante du lobby pro-israélien.
Le pauvre Dominique, poursuivi maintenant devant la justice pour avoir dirigé une société de placement au Luxembourg, société qui était en fait une pyramide de Ponzi. Son associé, propriétaire d'un appartement de 800 mètres carrés au sommet d'un immeuble de très grand standing à Tel Aviv, avec une vue à 360 degrés, a été retrouvé au rez-de-chaussée après une chute de 27 étages. Tout ça, c'est petit à côté de ce qu'a réussi à faire... Tout ça, c'est petit à côté de ce qu'a réussi à faire un de leurs compatriotes, le célèbre Bernard Madoff. Surnommé l'homme qui valait 65 milliards de dollars, c'est-à-dire le montant de son escroquerie réalisée grâce à la construction d'une énorme pyramide de Ponzi. Comme aurait dit Jacques Brel, chez ces gens-là, monsieur, on ne sait pas s'arrêter. Et c'est bien là le danger. Le monde des journaux, des radios et de la télé, pour que ça fonctionne, il faut du financement. Et qui est-ce qui finance tout ce petit monde ? Tout ce petit monde qui vous informe à longueur d'année en sélectionnant si bien les faits, c'est la publicité. Les agences de publicité, c'est l'une des clés du système qui gouverne le monde occidental depuis 100 ans. Alors là, je dois vous dire qu'ils ont fait très fort. Très fort pour arriver à convaincre les grandes sociétés industrielles et autres que la publicité, c'est quelque chose d'à part. Quelque chose que les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas faire. Alors dans les sociétés comme Renault, Peugeot, la SNCF, EDF, L'Oréal ou Chanel, et bien d'autres, toutes ces énormes entreprises qui ont un service achat, un service expédition, un service comptable, des bureaux d'études, des bureaux de méthode, etc., ne seraient pas capables d'avoir leur propre service de publicité alors qu'ils ont leur service marketing et leur service merchandising. Ils sont en quelque sorte obligés de faire appel à une agence extérieure qui ne connaît rien de leurs produits, mais qui serait capable de les vendre mieux que le fabricant lui-même. Une société comme Renault, dans les années 70, employait 110 000 salariés avec tous les services cités plus haut et n'aurait pas été capable d'avoir son propre service publicité pour vendre les modèles que leur bureau d'études avait créés et que leurs ateliers fabriquaient. Renault devait faire appel à une grande agence de publicité 300 fois plus petite pour concevoir la campagne de publicité, pour négocier avec les journaux, la presse écrite, la radio, la télé, et avec un budget payé par la régie Renault. Tout ça dépasse l'entendement, mais ce n'est pas du tout innocent. Je poursuis. Oui, allez-y. C'est en 1926 qu'une des premières agences de publicité est créée par Marcel Bostan Blanchet. Il est israélite. Il a 20 ans et crée l'agence Publicis. En 1929, cette agence est la première à utiliser la radio pour faire une campagne publicitaire, avec des slogans aussi tartes que celui de la campagne pour le marchand de meubles Lévitan. Alors, je vous laisse entonner la chanson parce que... Ah oui, alors moi j'ai connu cette époque, après-guerre, où à la radio, quand on avait non pas la publicité, mais de la réclame, il y avait quelqu'un qui intervenait et qui nous chantonnait « Bien le bonjour, monsieur Lévitan, vous avez des meubles, vous avez des meubles. Bien le bonjour, monsieur Lévitan, vous avez des meubles qui durent longtemps. » Paf, voilà le slogan de l'époque. Vous voyez le niveau. Mais avec ça, le Bleustein, qui s'est appelé Blanchet plus tard parce que, soi-disant, qu'il a fait partie de la résistance, moi je veux bien, mais c'était tout de même le papa d'Élisabeth qui va devenir Élisabeth Badinter, vous voyez, parce que il faut reconnaître, j'ai déjà expliqué dans une émission, la particularité des Israélites, c'est que depuis 2500 ans, ils se marient entre eux. Terminé. Il n'y a pas... parce qu'il n'y aurait aucun problème avec les Israélites si depuis 2500 ans, ils avaient accepté, comme les Celtes, comme les Bretons, etc., de se marier avec d'autres, parce qu'on parlerait des Français, on parlerait des Hongrois. On parlerait d'intégration. Voilà, il n'y aurait plus de problème israélite ou juif. Ils pourraient toujours d'ailleurs pratiquer leur religion s'ils le veulent, mais il n'y aurait plus cette communauté. Or là, vous avez quelque chose, des gens... Sarkozy a divorcé 3 fois. 3 fois, il s'est remarié avec une Israélite. Voilà. Bon. Alors, ce sont c'est quelque chose, c'est un monde à part. Et le pire, c'est quand on regarde, quand on étudie un petit peu l'histoire des Rothschild, où là, ça dépasse l'entendement. La fortune que ces gens-là ont créée en plusieurs siècles à partir du commerce de l'usure et surtout des monnaies, puisque il fallait changer des florins contre des écus, etc. Eh bien, la famille Rothschild, quand on était dans la grande période,
on va dire de 1800 à 1920, pendant un peu plus d'un siècle, ils se sont mariés entre eux, entre cousins. Vous voyez, parce qu'il y avait la branche... Tout restait dans le même... Voilà, il y avait la branche anglaise qui, elle, a financé la création d'Israël depuis 1910 avec l'implantation, l'achat de terres et de colonies en Palestine. Et puis il y a eu la branche napolitaine, il y a eu la branche... C'est-à-dire que l'arrière-grand-père Rothschild a envoyé ses 4 fils à 4 endroits, et il y avait donc les 5 banques Rothschild, Allemagne, Autriche, Italie avec Naples, Angleterre qui devenir très importante, et bien sûr la branche française. Alors quand on regarde ce qui s'est passé en 1870, il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que Napoléon et Haussmann, tous ceux qui ont reconstruit Paris, qui ont fait des fortunes sur la construction de Paris et surtout le développement des chemins de fer, ils avaient autre chose à s'occuper que d'abandonner l'Alsace et la Lorraine, vous voyez. Je pense que c'est pas une question, pardonnez-moi de vous couper, monsieur Chevrier, je pense que c'est pas tant une question d'intelligence que c'est une question, on revient toujours à l'essentiel de l'information. Ces informations sont coupées, sont diffusées en morceaux, ces personnes qui ont bien ficelé finalement, parce que ça se diffuse, les gens se réinforment depuis cette époque un peu particulière qu'on vient de vivre. Je crois que beaucoup d'entre nous ont été enfermés et on a utilisé ce temps finalement pour lire, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passait, quel était ce monde dans lequel finalement, ce monde insouciant qu'on quittait. Mais les gens n'ont pas forcément accès aux informations, d'autant qu'avec des termes comme le complotisme qui criminalise toute pensée ou toute velléité de curiosité, on se retrouve dans un moment un peu qui flotte. Donc effectivement, vous osez en parler, d'autres le font également. Votre ouvrage, par rapport notamment à cette histoire de nucléaire, ce risque nucléaire qu'on ne souhaite pas, mais qu'on ne peut pas balayer, vous cherchez à diffuser autre chose que la doxa, et on se heurte à des difficultés monumentales. On le voit même, nous-mêmes, on est volontaire, vous souhaitez transmettre votre savoir, vous souhaitez expliquer ce que sont des explosions en l'air, des explosions au sol. Une population, une famille qui n'est pas informée des risques des explosions nucléaires est une famille qui ne peut pas se protéger, ce sont des choses simples. Vous avez fait un ouvrage avec beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup de désir de transmettre. Et même nous, finalement, on a des difficultés à communiquer sur votre savoir. Ça pourrait être un livre de chevet, tout comme tout un tas d'autres ouvrages. Même ça, c'est laborieux. Il n'y a qu'à voir cette difficulté On ne peut pas sensibiliser parce qu'ils ont décidé qu'en fait, on ne devait pas sensibiliser parce que ce sujet-là est sans objet. Et on le voit bien, on est nous-mêmes confrontés à ça. Donc les Rothschild, en dehors des personnes qui sont habiles à l'heure actuelle pour manier les outils et les réseaux sociaux, oui, qui sont curieuses, qui doutent, parce qu'en fait, beaucoup de personnes s'abreuvent de la soupe quotidienne. Oui, bien sûr. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Mais bon, ça ne vous a pas empêché de rédiger cet ouvrage, de créer votre chaîne YouTube, de créer votre site internet pour faire savoir. Oui, alors justement, Agathe, vous pouvez nous donner quelques chiffres. Quand on a démarré la chaîne, puisque c'est vous qui mettez les vidéos en ligne, on a démarré en mai 2023. On a démarré en mai avec presque pas d'abonnés. Quelques vues. Et alors, à fin juillet 2023, on était arrivé à avoir... plus de 5000... Non. Juillet 2023, on est arrivé à 500 abonnés. Oui. Et donc, de juillet 2023 à juillet 2024, maintenant... multiplié par plus de 10, donc voilà. 5000 abonnés, plus de 5000 abonnés. Voilà. Donc alors évidemment, on est tout petit. Pour nous, c'est une petite réussite. Oui, voilà, on n'a pas multiplié par 10 avec nos petits moyens. Et c'est... oui, et alors surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que on a un public, on peut dire, de qualité, des gens qui sont relativement cultivés et même très cultivés, et puis qui apprécient le travail que nous faisons, de ce que nous essayons de faire, de communiquer des informations simples, concrètes, précises. Alors je dois dire à ce propos qu'on a eu une vidéo qui a
très bien marché, qui a fait 32 000 vues, mais qui a fait beaucoup plus de vues sur le compte Twitter, puisque vous allez sur Twitter. Vous m'avez adressé d'ailleurs un médecin qui a retweeté votre vidéo pour donner de la visibilité aux informations. Et j'ai vu qu'il a eu 146 000 vues en une seule journée, le samedi où il a retweeté 146 000 vues. Et donc ça, c'est très encourageant. Et alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai prévu, puisque on va, à mon avis, s'acheminer petit à petit vers une escalade, et une période de risque, comme je l'ai situé depuis déjà 3 ans, une période de risque qui sera janvier ou février 2025, tout simplement parce que la Russie, qui a démarré vraiment son redéveloppement à partir de l'année 2000, à partir de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, avait encore besoin de beaucoup de temps pour arriver à un niveau suffisant pour avoir quelques chances de gagner cette guerre contre les États-Unis. Et donc, il ne faut pas se tromper, ce qui se passe en Ukraine, la raison pour laquelle les Russes ne mettent pas le paquet, c'est qu'en fait, ils achètent du temps, constamment. Ils améliorent leur position petit à petit, mais pendant ce temps-là, toutes les usines en Russie tournent en 3/8. Ils font même de la sous-traitance avec la Corée du Nord et d'autres pays, et notamment l'Iran, auquel ils ont cédé un peu de savoir technologique. Mais il ne faut pas oublier non plus que j'ai fait une émission là-dessus sur le nombre d'ingénieurs qualifiés qui sont chaque année diplômés en Iran, où on arrive à quelque chose de tout à fait étonnant, puisque chaque année sortent à peu près 240 000 ingénieurs en Iran, pour un petit pays qui fait 90 millions d'habitants, et qui sont au niveau des États-Unis, hein, donc avec 350 millions d'habitants. Donc il faut voir le niveau d'études qu'il y a. Et puis là, on n'est pas dans le monde woke, là, on est sur des savoirs qui sont bien établis. C'est une civilisation qui a pratiquement 5000 ans. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est que en novembre, quand on va avoir réellement, on va voir que l'escalade se poursuit un peu partout, au Moyen-Orient et en Ukraine. On le voit aujourd'hui, avec l'actualité de cette nuit. Donc voilà, mais et bien là, je veux faire deux vidéos pour expliquer d'une façon simple, concrète, ce que les gens devront faire en fonction de leur situation au moment où ça arrive. Parce que, si vous voulez, on va partir comme là, on est dans une situation qui n'est pas simple. Il faut bien comprendre ce que j'ai expliqué pour le moteur. Vous voyez, 75 chevaux, 450 chevaux. Ben non, on ne peut pas multiplier par 6 et dire on va aller à 840 km/h. Non, c'est pas ça. Les choses, eh bien, on va prendre des cas précis, concrets, en fonction du moment où ça arrive. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes au travail, vous êtes dans la maison, vous avez les enfants à l'école. On va essayer de donner des conseils pour sauver un maximum de gens, en sachant très bien qu'il y a 10 à 20% des personnes pour lesquelles on ne pourra rien, parce qu'ils seront trop près du point de l'explosion. Mais quand on connaît, justement, quand on est capable de faire la différence entre les conséquences d'une explosion à basse altitude et une explosion au sol, c'est deux choses complètement différentes, et ça, jamais personne dans les médias ne l'ont expliqué. Personne ne vous explique que les radiations, en fait, c'est quelque chose... Je crois que c'est ce que craignent le plus les militaires du monde entier. C'est inodore, c'est incolore. Voilà. Et si on n'est pas au point zéro de l'explosion ou dans les 300-400 km, on n'entend pas le bruit. Donc en fait, on peut très bien apprendre plus tard, si tant est que les moyens... Les gens ont beaucoup de difficultés. Enfin, moi, avant votre ouvrage, très sincèrement, j'étais comme tout le monde. Hein. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et en voyant petit à petit les pièces du puzzle, en me réinformant, je me suis dit, attends, en fait, je suis responsable de la sécurité de ma famille parce que j'ai beau chercher, je ne vois rien en dehors de cette sacro-saint dissuasion nucléaire. Oui. J'écoute des choses, j'écoute l'actualité comme tout un chacun, hein, les déclarations de notre président qui se propose, enfin qui nous met une cible dans le dos, hein, parce que s'il se passe quelque chose en Allemagne, une explosion nucléaire en Allemagne... Alors voilà, oui, vous abordez le sujet, effectivement, que je vais rédiger quelques articles
probablement Géopolitique Profonde, et puis d'autres revues, d'autres médias, on a donc une doctrine. Ah ben, si, il y a quelque chose, tenez, on va passer la parole à Agathe, parce que vous allez raconter, en quelque sorte, ce qu'au départ nous avons fait. Donc, au départ, c'est ce qui montre quand même notre démarche. On a décidé, avant même de prendre contact avec les médias, d'informer tous les maires de France. Toute l'institution.